Bonjour, science-fiction aujourd'hui, teinté, oui, de fantasy tout de même, puisque je vais vous parler d'un roman Warhammer 40 000, en l'espèce A Thousand Sons, un millier de fils en français, de Graham McNeill, avec son petit sous-titre All is Dust. Ça a été publié bien sûr par Games Workshop via son label Black Library, dans la collection Warhammer 40 000, et plus précisément The Horus Heresy. Le roman date initialement de 2010, là cette édition date de 2018, et il fait 558 pages. Retour au bouquin Warhammer 40 000 donc, et plus précisément à la série The Horus Heresy. Ma dernière lecture à cet égard, c'était le désastreux Descent of Angels de Mitchell Scanlon, de quoi dériver un fâcheux « Non, merci, plus jamais ça », tristement définitif. Pourtant, certains titres continuaient à me faire de l'œil, et je me suis dit, enfin, écoutant la voix de la sagesse, que je n'étais pas obligé de tout lire dans cette colossale saga. Alors j'en ai sauté quelques volumes, 5 en fait, dont certains sur lesquels je reviendrai bien ultérieurement, comme Légion de Dan Abnett et surtout Mechanicum de Graham McNeill, les deux meilleurs auteurs de la série jusqu'alors, avec une préférence pour le second en ce qui me concerne, responsable des Faux Dieux et de Fulgrim. Et il se trouve que le bouquin dont je vais vous causer aujourd'hui est signé Graham McNeill et forme un diptyque avec un autre bouquin signé cette fois Dan Abnett. Étonnant, non? C'est que j'ai voulu me pencher sur un épisode majeur de l'hérésie d'Horus, la chute des Thousand Sons, la légion de Magnus le Rouge, avec comme moment clé l'assaut mené par les Space Wolves sur Prospero. A Thousand Sons, un millier de fils en French in the Text, 12e livre de la série, contextualise et rapporte ces événements pour l'essentiel du point de vue des Thousand Sons. Mais il fonctionne donc en binôme avec le tome 15 de The Horus Heresy, soit Prospero Burns, Prospero brûle donc, de Dan Abnett, qui développe à vue de nez plutôt le point de vue des Space Wolves, et qui a, pour autant que je sache, une excellente réputation pour un roman Warhammer 40 000. Cette histoire est d'une ampleur mythique impressionnante, aussi glorieuse que navrante, épique et terrible, comme il sied à l'hérésie d'Horus, cet affreux gâchis bigger than life qui décide de 10 000 années de guerre à venir. Elle figure des personnages à la stature colossale, semi-divine et d'autres héros plus complexes. Or, les Thousand Sons sont une des pistes que j'ai envie d'explorer pour une éventuelle seconde armée à Warhammer 40 000. Je me suis donc dit qu'il pourrait être intéressant d'en savoir un peu plus sur eux avant de me lancer dans des achats, d'où ces lectures, rendues plus attrayantes par le nom des auteurs, et tout spécialement celui de Graham McNeill. À vrai dire, ce dernier reproduit ici pas mal ce qu'il avait fait dans Fulgrim, mais peut-être aussi du coup d'Adam Dead dans Légion. C'est le récit de la chute des héros, avec une longue mise en place qui rend inévitable le moment de fauter et de sombrer. Un mythe des origines en forme de tragédie grecque, segmenté en 3 actes ici, où le destin a comme de juste sa part. Magnus le Rouge renvoie à Fulgrim, et le goût en définitive fatal de la connaissance chez les Thousand Sons rappelle l'intérêt à terme morbide pour l'art et les lettres chez les Emperor's Children en quête de perfection. Et dans les deux livres, ces nobles passions incitent le lecteur à la sympathie pour les futurs hérétiques, dans un premier temps du moins, même s'il sait très bien que Tzench veille d'un côté et Slanesh de l'autre. D'autant que dans les deux cas, la légion qui est dépeinte en train de chuter se retrouve confrontée à une autre légion spécifique, loyaliste quant à elle et qui le restera, ici les Space Wolves, là les Iron Hands. Et si les membres de ces dernières et leurs primarques font figure de brutes épaisses, intellectuellement repoussantes, dans l'univers perverti de Warhammer 40 000 alors en gestation, elles ont tristement raison, avec beaucoup de guillemets. Le récit de la déchéance est inévitablement ponctué de batailles assurément épiques, une par acte, et qui ont toutes leurs spécificités, ce qui n'est pas le moindre atout de Graham McNeill pour ce que j'en ai lu. Trop de bouquins Warhammer 40 000 font dans la baston permanente, mécanique et parfaitement interchangeable. Je vous causais de la chute de Damnos il y a peu. Mais ici, il y a toujours le truc qui fait qu'on s'y intéresse et qu'on s'en souvient, outre qu'il y a beaucoup d'autres choses en dehors des batailles. À l'arrière-plan, les commémorateurs illustrent le propos sur un plan plus humain, et plus ou moins nécessaire à vrai dire, car les tares de Fulgrim se retrouvent également ici, et A Thousand Sons, qui est plus long que votre roman 40K lambda, est probablement un peu trop long. Détaillons un peu plus l'histoire, ce qui implique des spoilers seulement pour ceux qui n'en connaîtraient pas déjà les grandes lignes. A Thousand Sons contextualise et développe, mais les moments clés des deux derniers actes sont bien connus des adeptes du lore de Warhammer 40 000 sans avoir à lire ce roman. Ceci dit, méfiance si vous n'êtes pas de ces adeptes et êtes en plus allergique aux révélations intempestives, mais néanmoins curieux de lire ce genre de bouquin, car je vais tout raconter, même si à gros traits en m'en tenant à l'essentiel. Le premier acte est une longue mise en place. Les Thousand Sons se trouvent sur la planète Agoru, où ils s'attardent un peu trop au goût des autres légions, et tout spécialement des Space Wolves, avec leurs barbares primarques les Manrus, qui auraient bien besoin de leur soutien dans tel ou tel théâtre d'opération de la monumentale Grande Croisade.
c'est que le primarque des Thousand Sons, Magnus le Rouge, est intrigué par des découvertes archéologiques majeures sur cette planète isolée. Il y a des choses à en apprendre, et pour les Thousand Sons, la connaissance est la vertu cardinale. Au risque de jouer avec le feu, et la conclusion de ce premier acte en sera une démonstration éloquente, tout en incitant d'ores et déjà à envisager le passé trouble de la 15e Légion avec l'idée d'un pacte méphistophélique conclu par Magnus avec des entités du Warp qu'il ne comprend pas, destinées à libérer ses fils de leur malédiction génétique, mais aussi en présageant du futur et, concrètement, de l'hérésie d'Horus, qui ne s'est pas encore déclenchée quand le roman débute et n'a encore rien d'officiel quand il s'achève. Mais aussi éventuellement de la destruction de Prospero, le type même d'avertissement qu'on ignore parce qu'on refuse d'y croire, en même temps que la malédiction de Cassandre s'abat sur ceux qui seraient davantage disposés à ouvrir les yeux. Le vrai héros de cette histoire, Ahriman, oscille entre ces deux tendances. Le deuxième acte s'ouvre sur la colossale bataille d'Ulanor opposant l'Imperium aux Orques. Mais Graham McNeill n'en fait pas trop. On assiste qu'à quelques épisodes épars du combat, la grosse bataille de ce roman sera pour plus tard. C'est un triomphe, mais pas sans conséquences et de taille. L'empereur annonce qu'il est temps pour lui de retourner sur Terra et il confie la poursuite de la grande croisade à son fils préféré, Horus. Mais une autre affaire concerne plus spécialement les Thousand Sons. Magnus le Rouge est convoqué sur Nicaea où se tiendra un concile, forcément. Le roi pourpre s'y rend très confiant et ne réalise que bien tardivement que c'est en fait de son procès et de celui de sa légion qu'il s'agit. L'objet du concile est de trancher la crise des archivistes, ainsi que l'on désigne les psycheurs au sein des légions de Space Marine. Mais ce sont bien les Thousand Sons qui sont concernés au premier chef, eux qui manipulent les énergies du Warp avec bien trop de nonchalance à en croire leurs détracteurs, tous portés à la superstition et à l'ignorance bigote, et tous passablement hypocrites, tout spécialement les Manrus des Space Wolves et Mortarion de la Death Guard, qui présentent pourtant déjà, et assez logiquement au fond, des signes de sa corruption par Nurgle. Les Thousand Sons, à les en croire, ne seraient qu'un convent de sorciers, et les laisser continuer de la sorte pourrait avoir des conséquences fatales. Ne sont-ce pas les psycheurs qui ont plongé l'humanité dans la longue nuit? C'est un coup dur pour Magnus, et il choisit d'ignorer les résolutions du Concile, qui au passage a interdit l'usage des psycheurs dans toutes les légions, et je ne sais pas dans quelles circonstances on y est revenu après coup. Avec le troisième et dernier acte, la tragédie des Thousand Sons passe la mesure. Ce n'est certainement pas une critique, on fait dans le gros mythe ultra épique ici. De retour sur leur monde originel de Prospero, Magnus et ses fils cultivent plus que jamais les arts occultes. Mais le primarque réalise qu'Horus va trahir l'Imperium, et s'il a désobéi aux ordres de son père résultant du concile de Nicaea, il demeure farouchement loyaliste, tel qu'il voit les choses. Il essaye d'interférer dans le processus devant aboutir à la corruption du maître de guerre, sans succès. Alors il entend au moins en prévenir son père avant qu'il ne soit trop tard. Il use pour cela d'un sortilège de grande ampleur nécessitant moult sacrifices, et les conséquences sont catastrophiques. L'empereur ignore les avertissements de Magnus. Tout ce qu'il voit, c'est que le roi pourpre lui a désobéi et au vu et au su de tous. Furieux, il envoie les Space Wolves punir les Thousand Sons. Il semblerait qu'Horus y a eu sa part, peut-être Prospero brûle, en dira-t-il davantage à ce propos. La légion emmenée par les Manrus se frappe sans prévenir. Il s'agit d'anéantir Prospero et les Thousand Sons. Magnus, horrifié, reste calfeutré dans sa tour, réalisant son erreur un peu tard. Il considère qu'à ce stade que le seul moyen de demeurer loyal à son père consiste à ne rien faire pour prémunir sa légion de l'anéantissement. Une trahison de plus? Mais les Thousand Sons, avec ou sans le soutien de leur primarque, ne comptent pas se laisser massacrer par les loups de Lemonrus. Ahriman, tout spécialement, ne mange pas de ce pain-là. La bataille est totalement déséquilibrée, la planète et la Légion sont condamnés, mais ils se battront jusqu'au bout, eux qui ne se sont jamais perçus comme des traîtres à l'Empire, bien au contraire même. Et là, je peux vous assurer qu'on fait dans le sacrément épique avec des scénettes d'une puissance d'évocation admirable. En dernier ressort, pourtant, Magnus, ému par le sort de ses fils, se joint au combat, affrontant en personne les Manrus. Et quand tout est perdu, ou presque, il fait usage d'un ultime sortilège en évacuant la capitale de Tisca sur un autre monde au cœur du Warp. Ce sera la planète des sorciers. Mais le Warp réveille les mutations génétiques latentes des Thousand Sons. Le déterminé Ahriman y mettra bientôt un terme avec sa rubrication, et tout ne sera plus que poussière. À ce stade, la partie est perdue. Il ne le désirait pas spécialement et jusqu'à la dernière minute, mais les Thousand Sons sont alors voués à servir le chaos, Tzench plus précisément. Leur loyalisme parcellaire les a précipités dans l'hérésie, et ils seront balayés tout au long de la longue guerre ce convent de sorciers qui avait été si injustement dénoncé à Nicaea. Et ils chercheront à se venger de l'Imperium et des Space Wolves. Il s'en passe des choses, hein, et avec le ton qui va bien. Oui, répétons le mot, A Thousand Sons est une tragédie. Et si l'esthétique de la 15e Légion et de Prospero renvoie clairement à l'Égypte antique, c'est quelque chose de grec qui infuse tout du long dans ce récit qui fait l'effet d'un triste gâchis, fatal mais d'autant plus navrant, comme un condensé du tableau plus général de l'hérésie d'Horus.
Mais si cette histoire fonctionne aussi bien au-delà du seul art narratif de Graham McNeill, très professionnel mais pas au point de manquer d'âme, on ne tranchera pas la question du style, guère pertinente ici, c'est plutôt honorable dans son genre, je suppose. Donc si cette histoire fonctionne aussi bien, cela tient probablement aux personnages mis en scène, très différents, très singuliers, globalement très bien vus. Deux surtout doivent être mis en avant, dont les rapports complexes font une bonne partie du sel du roman, Magnus le Rouge et Harriman. Le primarque des Thousand Sons est forcément au-dessus de tous les autres. C'est un géant à tout point de vue, un colosse, mais pas une brute. Son désir de connaissance absolue, et qui précipitera sa perte, suscite à vue de nez plutôt la sympathie du lecteur, même si, encore une fois, il y a cette ambiguïté fondamentale de l'univers de Warhammer 40 000 qui fait du savoir une menace et de l'ignorance une bénédiction. C'est en fait au cœur du propos. Mais si la soif de connaissance a incontestablement sa part dans la déchéance du roi pourpre, le vrai souci est peut-être ailleurs, et c'est l'arrogance de Magnus. Voilà un être qui s'est toujours considéré comme largement supérieur à tous les autres. À bon droit souvent, c'est un primarque après tout, un surhomme conçu comme tel. Mais la conviction qu'a Magnus de sa supériorité s'étend à absolument tout le monde, en y incluant les autres primarques, mais aussi, encore qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte, l'empereur, et c'est bien ce qui fait enrager ce dernier, et enfin ces entités du Warp dont il n'a jamais bien perçu le potentiel menaçant avant qu'il ne soit trop tard. En fait, Magnus, au-delà de son attrait pour le savoir, n'est pas sympathique, ce n'est pas un héros, et pire encore, on a toujours plus envie de le baffer au fur et à mesure qu'il enchaîne les mauvais choix, car il ne fait que ça tout au long de Thousand Sons. Cet être censément si intelligent, si parfait, prend systématiquement les pires décisions parce que son arrogance ne lui permet pas de faire autrement. La scène est révélatrice, du roi pourpre gagnant Nikaea en étant persuadé que ce sera son triomphe, quand c'est sa condamnation qui l'attend en vérité. Magnus, en fait, aveuglé par sa propre gloire et par la dévotion que ses fils lui vouent, se trompe et s'est toujours trompé. Il a fait le mauvais choix pour mettre un terme à la malédiction génétique de son millier de fils, ou sur Agoru, ou sur Ulanor, ou à Nikaea, ou en tentant d'interférer dans la corruption d'Horus, ou bien sûr dans sa très maladroite tentative de prévenir son père du danger. Et après cela, il enchaîne les horreurs sur Prospero en flammes, son indécision entraînant des milliers de morts dans les rangs de ses fils, avant de parachever le sort funeste de sa légion en exilant Tisca dans le Warp. Il lui fallait une contrepartie plus sympathique, plus humaine, dans une certaine mesure seulement, comme de juste, c'est d'un Space Marine que nous parlons après tout, et plus héroïque, d'une certaine manière là encore. Et c'est Harriman, un des personnages les plus attrayants et complexes de l'univers de Warhammer 40 000, le sorcier par excellence, un des plus puissants du jeu à vrai dire. Harriman étant membre des Thousand Sons et donc des Space Marines du chaos, on pourrait avoir tendance à y voir par essence, au 41e millénaire en tout cas, un méchant, avec beaucoup de guillemets. Du moins si l'on s'attache à une lecture très premier degré de cet univers. Sauf que dans cet univers, il n'y a pas de gentil. L'Imperium n'est certainement pas gentil. Et le qualificatif de méchant n'a donc pas forcément de sens relativement. Mais cet Harriman des origines, dans tous les cas, n'a rien de maléfique. À la différence de l'arrogant et finalement borné Magnus, Harriman suscite bel et bien la sympathie, et tout du long. Si les autres officiers supérieurs de la 15e Légion cultivent l'arrogance de leur primarque et font preuve du dédain habituel des Space Marines pour les humains, Harriman, en même temps qu'il est plus puissant que tous, se montre plus ouvert et généreux envers ceux qui lui sont inférieurs. Il n'est certes pas sans cynisme, loin de là, mais dans ce roman il se montre finalement très moral, tant que la situation n'est pas totalement désespérée. Ce qui le rapproche des commémorateurs humains qui accompagnent les Thousand Sons, même si pour le coup ils en feront les frais à terme. Surtout, lui n'est pas arrogant, il doute, il n'a pas une confiance absolue en ses capacités ou en celles des Thousand Sons. Il entrevoit les menaces derrière le voile, quelles qu'elles soient et quel que soit le voile. Il a des émotions aussi, en cela il est humain. Au fond, sa tare dans cette histoire, c'est la confiance qu'il voue à un autre, son primarque Magnus le Rouge. Harriman est un personnage qui va de déception en déception en fait, et cela aussi le rend humain et sympathique. Il est courageux enfin. Et à terme, il ne se laisse pas indéfiniment marcher sur les pieds. Si cela lui en coûte énormément, il ose en définitive dire quand son primarque ou ses comparses se trompent, et il prend des initiatives au risque de la désobéissance, dont il s'accommode, même dans la douleur, quand la subordination aveugle équivaudrait au plus absurde des suicides. C'est le type qui prend les choses en main quand tout s'effondre autour de lui. Ce n'est sans doute pas un hasard si le roman se conclut sur une phrase lapidaire annonçant la rubrication à venir, et par là même les relations très tordues que le sorcier entretiendra avec son primarque dans les 10 000 années à venir. Harriman est clairement un atout majeur de ce roman. Et oui, avec ses défauts, A Thousand Sons m'a fait l'effet d'une réussite. En fait, c'est probablement le roman Warhammer 40 000 que j'ai préféré jusqu'à présent. Et comme le précédent était probablement fulgrim, même s'il présentait plus de défauts encore, eh bien cela entretient mon sentiment que Graham McNeill est un des auteurs Black Library les plus doués et que son nom sur la couverture peut inciter à d'autres lectures. Ceci étant, la prochaine, ce sera donc un roman de Dan Abnett,
Prospero Burns, le reflet de Thousand Sons, où le point de vue est celui des Space Wolves. Forcément, les brutes poilues de Lehman Russ m'inspirent moins de sympathie que les sorciers de Prospero, à vue de nez, mais le roman a pour ce que j'en sais une très bonne réputation, alors on verra bien.